Je travaille dans un centre d'accueil de Mont-d'Azil, comme de Madeleine. Je suis très content d'être là parce que l'histoire de ce lieu est un peu consubstantielle de la mienne. J'ai été objecteur à la CIMAD il y a de longues années et je venais régulièrement ici. Voilà, donc ça fait longtemps que je suis pas venu. Une association qui s'occupe principalement de défense des droits, et notamment de défense des droits des étrangers. Je vais vous le faire rapidement, elle est assez présente notamment à Montpellier. On a une petite particularité à la CIMAD, c'est qu'on gère un centre d'accueil des demandeurs d'asile, donc c'est le seul de toute la CIMAD qui existe, donc qui est à Béziers. Donc centre dans lequel je travaille maintenant depuis 2001, donc ça va faire 17 ans. Je ne suis pas encore majeur, mais presque. Donc c'est un peu, j'insiste un peu sur la question de cette particularité, parce que d'un côté, la CIMAD est une association, on va dire, assez militante, qui défend les droits, qui n'hésite pas à aller faire des manifs devant la préfecture, qui se bat un peu pour la défense des droits des étrangers. Mais le CADA, donc le centre d'accueil des demandeurs d'asile, c'est une institution sociale et médico-sociale, un établissement social et médico-social, comme peuvent l'être une maison de retraite, un centre qui accueille des mineurs, etc. Et donc, on a une convention avec l'État. On a aussi, en tant que centre d'accueil des demandeurs d'asile, des contraintes. Et si vous voulez, tout notre travail depuis que je suis dans ce centre, c'est d'un côté ne pas renier les valeurs de la CIMAD et d'avoir ce côté, de garder ce côté militant, parce qu'on est là aussi pour défendre des droits et pour faire avancer des problèmes qui nous paraissent importants, qui sont plus généraux. Mais parallèlement, on a la gestion d'un centre d'accueil avec des financements, des salariés, etc. Ce qui nous oblige aussi à respecter les conventions, respecter voilà, un cadre qui est plus restrictif que peut l'avoir une association sans salariés, ou en tout cas sans convention avec l'État. Donc c'est un peu sur cette ligne de crête qu'on travaille, et moi je trouve que la position est très intéressante, parce que justement on est à la fois dedans et dehors, mais ça veut dire qu'on est toujours obligé d'un côté de regarder d'un côté et de l'autre, ce qui nous oblige un peu à nous remettre en question tout le temps. Donc c'est à partir de ce centre, donc le centre d'accueil de Béziers, qu'est venue la problématique de la souffrance psychique. Parce qu'évidemment, donc, le centre d'accueil, son rôle c'est quoi? C'est donc d'héberger des personnes qui sont en procédure de demande d'asile, donc des personnes qui arrivent ici, qui font une demande d'asile. Bon, l'État, de par le principe de protection auquel engage la Convention de Genève, doit protection à toute personne qui demande l'asile. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'asile, on pourrait revenir dans le débat si vous voulez, mais voilà, on a une obligation de protection. Donc les gens sont, dans le meilleur des cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'hébergement. Vous savez certainement qu'à, par exemple, à Montpellier, il y a des problématiques de squat, il y a des gens qui sont en squat, donc qui n'arrivent pas à avoir d'hébergement, mais ceux qui arrivent, ils atterrissent dans un centre comme dans celui dans lequel je travaille. Donc notre fonction, notre rôle, c'est d'héberger les gens, donc protéger, c'est-à-dire les héberger, scolariser les enfants, s'assurer de qu'ils aient des soins, qu'ils aient une capacité de soins, donc ouvrir des droits à l'assurance maladie, s'assurer qu'ils aient une allocation qui leur soit versée pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc si vous voulez un peu tous les droits fondamentaux des personnes, le temps que la procédure d'asile se déroule. Et notre fonction, c'est évidemment de donner le plus de chances possible aux gens d'obtenir ce statut de réfugié. Et donc notre rôle, donc tous les gens qui travaillent dans le CADA, c'est d'accompagner les gens sur cette fameuse procédure de demande d'asile. Et dans cette procédure de demande d'asile, il faut que la personne, elle raconte ce qu'elle a vécu. Et c'est souvent, quand on se met à travailler sur ce récit, qu'on se trouve confronté à la réalité de ce que les gens ont vécu, et des fois l'énorme difficulté des événements qu'ils ont pu vivre, notamment des événements traumatiques. Donc nous, en tant que travailleurs, en tant que juristes ou défenseurs de droits d'asile, on est tout de suite confrontés, quand on travaille avec ces personnes, à de la souffrance qui peut réagir de plein de manières différentes, mais parce qu'effectivement, les gens, il faut qu'ils racontent des choses qui ont été dures à vivre, et dans le récit,
dans le fameux dossier de demande d'asile, il faut présenter un peu ce qu'on a vécu de manière le plus objective possible. Donc il faut raconter des choses. Nous, notre rôle, c'est évidemment d'accompagner, mais c'est aussi de faire sortir les éléments du récit. Donc des fois, il y a une part qui est un petit peu violente, c'est-à-dire qu'il faut que les gens racontent. Il ne suffit pas de dire « je suis syrien » pour avoir le statut de réfugié. Il faut dire je suis syrien, certes, mais je m'appelle X, je viens de tel village, j'ai vécu tels événements. Effectivement, ma maison s'est fait bombarder, j'ai perdu des enfants, j'ai perdu une femme, j'ai été violé, etc. etc. Donc nous, on oblige un peu les personnes, parce que c'est la procédure qu'ils demandent, bien évidemment, à raconter ça. Et le fait de raconter ça, notamment, c'est une source de souffrance pour les personnes, et du coup, ça fait rejaillir de la souffrance psychique. Et face à ça, en fait, on est très vite confronté aujourd'hui au problème qu'il n'y a pas de prise en charge qui existe, pas de prise en charge qui soit vraiment cohérente, qui existe pour ces personnes. Alors, il n'y a pas de prise en charge pour plein de raisons, mais la difficulté principale, c'est que les gens ne parlent pas la langue française, et qu'aujourd'hui, je vais vous donner un scoop, mais les services de santé sont absolument déficitaires, et la psychiatrie en France, c'est un peu catastrophique. Donc ça, tout le monde le sait. Donc évidemment, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, ils arrivent encore après. Donc évidemment, on a beau être face à des gens de bonne volonté, nous, en tant que CADA, quand on s'adresse au CMP, quand on s'adresse à l'hôpital, quand on s'adresse même aux associés, il y a une association à Béziers qui s'appelle Accueil Santé Béziers, qui est l'équivalent de ce que fait un peu Médecins du Monde ici au CASO, je ne sais pas si vous connaissez, donc le centre de soins qui est mis en place par Médecins du Monde à Montpellier. Donc c'est une association à Béziers qui s'appelle Accueil Santé Béziers, qui accueille les personnes, même si elles n'ont pas de couverture maladie, donc c'est des médecins bénévoles qui interviennent, mais même cette association-là, elle est limitée notamment à cause de l'interprétariat. Donc très vite, on est confronté à une limite, et nous, oui, les gens qui vont pas bien, ils sont là, ils ne dorment pas la nuit, les enfants font des cauchemars, on a même des fois des choses beaucoup plus graves, parce que des fois on est parfois obligé d'hospitaliser des gens qui sont obligés d'aller à l'hôpital. Donc voilà, l'idée, nous, en créant ce centre, c'était le fait qu'il fallait reconnaître cette souffrance psychique comme une condition de l'accueil digne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut accueillir les réfugiés, ça c'est évidemment notre travail au quotidien, mais dans cet accueil soit digne, cette partie-là est manquante, est toujours manquante, même si maintenant avec le centre ça va beaucoup mieux, mais il manquait quelque chose pour prendre en compte cette souffrance psychique. Donc voilà, c'est à partir de ce constat-là que depuis, alors je vous dis que ça fait 17 ans que je travaille dans ce centre, en fait ça fait 17 ans qu'on essaye de bricoler, notamment avec des psychologues bénévoles, avec des stagiaires de la fac de psycho de Montpellier, etc. On a toujours un peu bricolé, mais on se retrouve quand même confronté à différentes difficultés. Et la création de ce centre, c'était en gros, si vous voulez, c'était une volonté de faire quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus costaud, qui puisse répondre à la demande. Il faut que je vous parle aussi un peu de la spécificité de ces troubles par rapport aux personnes exilées. Parce que même si je vous ai dit que le droit commun était défaillant, par manque de moyens principalement, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a différentes spécificités, si vous voulez, dans les traumatismes psychiques. Une des premières spécificités, c'est le fait qu'on va parler de traumatisme intentionnel. C'est le fait que les violences qu'ont subi les personnes, souvent, la plupart du temps, ce sont des violences qui arrivent de l'extérieur, qui sont produites de l'extérieur d'eux-mêmes. Quand je dis l'extérieur, ça peut être une armée, un militaire, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vient frapper, si vous voulez, ou plus globalement, quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas faire valoir ses droits civiques, qui ne peut pas aller voter, par exemple. C'est un système politique qui va l'empêcher d'eux. Donc, si vous voulez, c'est un traumatisme qui vient de l'extérieur, et ça a une spécificité. Alors, je ne suis pas psychologue, mais ça a une spécificité. Donc, la dimension intentionnelle du traumatisme fait que la personne, et notamment que le psychologue, ne peut pas rester neutre. On parle souvent en psychologie de neutralité bienveillante, où on va permettre à quelqu'un d'exprimer des conflits qu'il peut avoir, notamment qui sont des conflits liés à la petite enfance, par exemple. Là, le fait que le traumatisme il arrive d'un système extérieur, d'une violence qui est exercée par quelqu'un d'autre, crée une spécificité, et ce qui empêche le psychologue de garder cette neutralité. Le psychologue est obligé de prendre parti, si vous voulez,
dans cette notion de violence. Neutralité, mais je disais aussi le fait de prendre en compte un peu le système géopolitique dans lequel se situe le conflit. C'est-à-dire que le psychologue, même si ce n'est pas lui qui va faire le récit, même s'il n'a pas forcément besoin de bien connaître la situation, il a besoin quand même d'intégrer cette notion de géopolitique ou du conflit ou de la guerre qui se passe dans les symptômes qui peuvent exister chez la personne. Donc ça, c'est vraiment une spécificité que n'ont pas forcément la psychiatrie ou la psychologie de droit commun en France. La deuxième spécificité, c'est le fait pour le psychologue de tenir compte de la culture d'origine, bien évidemment, de la personne. Alors ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, la langue, évidemment. Il faut que la personne puisse s'exprimer dans sa langue, parce que c'est comme ça qu'on peut le mieux travailler. Et là encore, il existait des résistances un peu sur le plan notamment des psychologues qui disent moi, je ne peux pas travailler avec un interprète. Donc le fait de travailler dans la langue de la personne, bon, premièrement, ça nécessite un interprète, donc il faut des moyens pour éventuellement payer cet interprète, mais ça nécessite aussi que soit acceptée l'intervention d'une tierce personne. On n'est plus dans une relation duelle, mais il y a une dimension d'une troisième personne. Ça, peut-être Clarisse pourra vous développer un peu plus, mais c'est le fait de tenir compte d'un interprète pour travailler avec la personne. Alors, je parlais de la langue, mais il y a aussi, plus généralement, les références des personnes. C'est-à-dire que pour nous, dans notre société, un psychologue, ça va relativement de soi. On n'hésite plus aujourd'hui à aller voir un psychologue, quoique dans certaines cultures, c'est pas forcément facile. Il y a des gens qui disent mais je suis pas fou, je n'ai pas envie de voilà. Donc c'est comment on tient compte de la culture de la personne et de ses références. Voilà. Moi j'avais lu un bouquin de François Sironi qui parle, j'aime bien le terme, qui parle de thérapeute diplomate. C'est-à-dire qu'il faut à la fois tenir compte de la spécificité de la personne, mais aussi du contexte dans lequel elle évolue. Donc ça, c'était la deuxième un peu condition, la deuxième spécificité de cette clinique. Et puis la troisième, c'est le fait de tenir compte de la catégorie administrative et des conditions d'accueil des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des personnes, donc si je parle des demandeurs d'asile, mais c'est aussi vrai pour les réfugiés, c'est aussi vrai pour les gens qui n'ont pas de papier, qui sont dans des situations extrêmement difficiles sur le plan simplement du logement, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de gens qui étaient en squat, donc il faut tenir compte de ça aussi dans l'approche, parce que le fait d'être dans une extrême précarité, c'est le cas de beaucoup. Alors quand je parle de précarité, c'est de précarité sociale, logement, droit à la santé, etc. Mais c'est aussi de la précarité administrative. C'est que je ne sais pas ce que va donner ma procédure et peut-être que dans un mois, dans 2 mois, je n'aurai pas de papier, je devrais retourner dans mon pays. Donc cette précarité-là, évidemment, elle influe sur la dimension psychique des personnes et sur leur pathologie. Un peu, voilà, les 3 spécificités qui nous est dire aussi, il n'existe rien dans l'Hérault et dans la région pour prendre en compte ces dimensions-là. Donc, puisqu'il n'existe rien, tentons de le créer. Et c'est un peu toute la démarche qu'on a mise en place alors depuis maintenant un certain nombre d'années pour essayer de créer ce centre. Alors en fait, ça a démarré vraiment sur... Alors je vous dis, je ne vais pas refaire toute l'expérience qu'on a acquise depuis maintenant 2001-2002 avec le bricolage, mais là on va dire maintenant il y a 3 ans, on s'est mis un peu plus sérieusement au travail, et donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est rassemblé à plusieurs associations, parce que le constat dont je vous parle là, il est évidemment partagé par les autres centres, notamment qui accueillent des demandeurs d'asile. Et donc on a fait quelque chose de aussi, ça c'est assez... novateur, enfin je sais pas, en tout cas ça a pas mal intéressé les financeurs, c'est de se mettre à plusieurs associations et de créer quelque chose un peu de collectif. Donc quand je parle de plusieurs associations, c'est donc la CIMAD, Médecins du Monde, mais il y a aussi l'ADAGE qui est une association qui gère des CADA notamment à Montpellier, le groupe SOS, qui sont aussi des associations qui gèrent des demandeurs d'asile, enfin une association qui gère des demandeurs d'asile, et puis des associations du Gard, donc la CLED, qui est une grosse association qui gère aussi à la fois des services sociaux et des demandeurs d'asile, et les Spélido. Donc voilà, 2 associations du Gard. Donc on est à 6 associations pour avoir réfléchi autour de ce projet-là. Et donc on a commencé à rédiger un projet. Et puis voilà, ensuite c'est un peu le parcours du combattant. On a essayé d'aller trouver des financements, donc
qu'on a pour l'instant trouvé, donc on a pu démarrer au mois de novembre. Donc on a trouvé deux premiers financements du côté de l'État et du côté de la région. Alors la région, ce qui les intéressait, c'était le fait que, en fait, la région, d'une manière globale, la région Occitanie a voté une enveloppe budgétaire pour accueillir les réfugiés. Donc ce n'est pas les compétences régionales, mais quand il y a eu un peu tout le moment de la guerre en Syrie, quand il y a eu le gamin qui était mort sur la plage, il y a eu un peu tout un écho dans la presse, et à ce moment-là, la région a décidé de voter une enveloppe pour des projets qui accueillent les réfugiés. Donc c'est sur cette enveloppe-là qu'on a pu émarger, et c'est avec ça qu'on a pu commencer le projet. Puis une deuxième source de financement du côté de l'État, qui là aussi a trouvé le projet intéressant, mais là c'est l'État insertion des étrangers. Donc c'est un petit peu bâtard comme financement, mais bon, pour l'instant ça nous permet de fonctionner pendant 1 an. Donc on a un financement jusqu'à la fin 2019 à peu près, et pour ce qui est de 2020, c'est la grosse inconnue. Qu'est-ce qui nous intéresse dans la mise en place de ce soin? Bon, c'est premièrement l'idée d'avoir une pratique clinique, hein, donc c'est une expérience qui permet de savoir un peu de quoi on parle quand on parle de clinique de l'exil. La deuxième dimension, j'en ai un petit peu parlé, c'est la volonté de prendre en charge la globalité de la personne. Hein, c'est le fait de dire qu'une personne, elle n'est pas que un dossier d'asile, elle n'est pas que une personne qui a des besoins d'alimentation ou de santé, mais c'est d'essayer de prendre en charge la globalité de la personne. Ça, c'est vraiment une des questions qui nous a animés. Et puis ensuite, donc je vous ai beaucoup parlé du centre de soins, mais le centre Frantz Fanon a aussi une deuxième dimension, qui est ce qu'on a appelé centre ressources, dont la volonté, c'est justement de partager cette clinique de l'exil, de la faire connaître, d'essayer de former le droit commun, enfin en tout cas si ce n'est de former, du moins d'intéresser le droit commun à cette question-là. Donc on a un peu des relations avec l'hôpital La Passe à Montpellier, on essaye de former des psychologues à Alès, on essaye, si vous voulez, que cette question de la clinique de l'exil, parce qu'elle est quand même très très forte, et elle est assez invisible socialement, mais pourtant elle est très prégnante, que ça soit un peu pris en charge et qu'il y ait un peu de la formation, parce qu'on a tout à fait conscience que le centre qu'on a mis en place, il ne va pas suffire à gérer l'ensemble des besoins. Et donc l'idée, c'est de développer un peu cette question-là avec la volonté, enfin l'espoir qu'un jour, ce que j'appelle le droit commun, donc l'hôpital, la psychologie classique, puisse prendre en compte ces difficultés-là. Le centre donc, a ouvert le 15 novembre 2018, qu'on l'a appelé le centre Frantz Fanon, qui a donc une personne qui est psychologue et qui est un peu coordinatrice, donc Muriel, qui travaille, 2 psychologues, dont Clarisse, et puis un travailleur social qui est à mi-temps, qui essaye aussi de débrouiller les questions administratives, les problèmes de papier, pour voir un peu ce qui relève du problème de papier, de ce qui relève des problèmes psychiques. Et on a décidé d'appeler ce centre Frantz Fanon, parce que je ne sais pas si vous connaissez tous Frantz Fanon, mais Frantz Fanon c'était un psychiatre. Alors il revient un peu à la mode, mais c'était un psychiatre martiniquais à l'origine, qui avait fait ses études en France, et qu'ensuite il s'est beaucoup ensuite investi au niveau de l'Algérie, hein, notamment dans la guerre d'Algérie. Et ce qui nous intéressait notamment en utilisant en utilisant le nom de ce psychiatre pour le centre, c'était que un des gros enjeux du travail de Frantz Fanon, c'était de tenir compte à la fois de la souffrance psychique, mais du contexte politique dans lequel il était créé cette souffrance, en disant que le psychologue, finalement, il était obligé de travailler sur les 2 questions. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas travailler uniquement sur la personne, qu'il fallait aussi travailler sur les conditions d'existence et les conditions politiques qui créent cette souffrance-là. Quand on a ouvert, parce qu'on a tout de suite été submergé des demandes de tous les partenaires sur le territoire, donc il y a eu un effet un peu vague là qui nous est arrivé, et donc à l'heure actuelle on prend en charge, je crois que c'est 120 patients, sachant qu'on est 2 psychologues vraiment impliqués dans l'accueil, Muriel aussi qui fait quelques suivis, mais bon, on est essentiellement 2 cliniciennes, donc ça fait une charge de travail assez conséquente. Si bien qu'on a dû, malgré nous, on le regrette, mais imposer rapidement une limite aux accueils possibles. Sachant qu'on veut absolument maintenir une qualité d'accueil, et une qualité d'accueil, c'est pouvoir effectivement accueillir inconditionnellement les patients dans la durée, donc aussi longtemps qu'ils en ressentent le besoin.
Voilà, sachant que dans cette clinique-là, la notion d'accueil est vraiment primordiale. C'est des gens qui sont sur la route de l'exil depuis souvent très longtemps, et souvent qui ont connu 2, 3, 4, 5 années d'errance ou de déplacements successifs, de déracinements successifs, et donc qui expriment vraiment le besoin d'être écoutés, d'être entendus, et qui très souvent trouvent au centre un premier lieu au fait où ils vont pouvoir vraiment témoigner du réel, des traumatismes qu'ils ont subis. Donc c'est souvent la première fois qu'ils vont pouvoir mettre en mots et penser un petit peu l'ampleur du désastre qu'ils ont subi, et donc passer d'un statut d'objet de traumatisme subi à une question un petit peu de sujet de la parole, remettre un petit peu de parole, de pensée, de subjectivité dans ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment l'objectif premier de toute l'équipe au Centre Transparence, c'est de leur faire ressentir, entendre la dimension d'un accueil inconditionnel. Et donc inconditionnel, ça veut aussi dire au-delà de leur statut politique. Ça veut dire qu'on accueille des personnes qui sont en procédure de demande d'asile, tout comme on reçoit des personnes qui sont déboutées de leurs droits, et des personnes qui sont soit prises en charge en dispositif, mais aussi à la rue. C'est vraiment pas c'est pas un obstacle du tout à la prise en charge. On observe souvent assez rapidement en fait, des premiers effets thérapeutiques. Lorsque les patients viennent, ils se saisissent très très rapidement de l'espace de parole proposé. Donc je sais que Jean-Philippe insistait sur la dimension culturelle qui est bien sûr réelle et très prégnante au sein des entretiens. Mais au-delà de ça, il y a aussi, je trouve, un effet un peu universel du cadre thérapeutique. C'est-à-dire que, quelle que soit la culture, les gens se saisissent très rapidement de cet espace d'écoute et viennent se déverser, viennent déposer ce qui a fait le lit de leur souffrance depuis bien longtemps, à savoir souvent des années. Et on observe assez rapidement, ce qui est assez gratifiant pour nous, cliniciens, pour toute l'équipe, et puis surtout pour les patients, on observe des effets thérapeutiques, ça veut dire que même des gens qui sont très abîmés par leur parcours d'exil, qui sont dans une souffrance très envahissante, vont manifester assez rapidement des signes de mieux-être. Parce que tout simplement, on les a reçus, et c'est la première fois depuis bien longtemps, on les a reçus en qualité de sujet, et non pas en qualité de demandeurs d'asile, de déboutés de leurs droits. On se sépare de la dimension politique, on les accueille vraiment en tant que personnes, et vont pouvoir nous raconter ce qu'ils sont, qui ils sont, d'où ils viennent, qui sont leurs enfants, qu'est-ce qui compte pour eux, pourquoi ils préfèrent manger tel ingrédient ou tel autre. Et donc il y a tout un processus de réhumanisation qui se produit au sein des entretiens, et on observe bien souvent des effets thérapeutiques, à savoir des symptômes très invalidants, des insomnies invalidantes, des angoisses extrêmement envahissantes qui vont pouvoir céder, dans un premier temps, et puis après, dans la durée, il y a des choses qui vont bien sûr rester, et puis résister, puisque c'est pas simple. Mais en tout cas, cet espace-là va produire effectivement assez rapidement, de façon très étonnante, quelques effets comme ça, qui vont les aider à mobiliser leurs ressources. Et justement, tout l'objectif du suivi thérapeutique va être de trouver ce qui fait ressources pour eux, ressources psychiques, ressources sociales, mais aussi au-delà de ça, ressources psychiques. Et d'ailleurs, je pense que mes collègues seraient d'accord avec moi que si c'est des personnes qui sont là aujourd'hui, c'est qu'elles ont des ressources. Parce que de toute façon, sinon, elles ne seraient pas là parmi nous aujourd'hui. Moi, je travaille à Béziers, mais on a voulu faire un centre, justement, qui s'adresse, parce que, justement, c'était l'idée de sortir que notre petite problématique à nous, parce que ça s'adresse aussi à d'autres. Donc on a créé un centre en fait qui s'adresse sur deux départements, le Gard et l'Hérault. Donc on l'a situé à Montpellier. J'aurais bien aimé le mettre à Béziers en termes de politique publique, c'était intéressant tout ça. Mais on s'est dit quand même, pour des questions de simplification, et notamment pour les gens du Gard, parce que le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de ces personnes sont dans la précarité, donc c'est compliqué même un billet de train, même un CADA pour payer un billet de train, c'est compliqué. Donc en fait, voilà, il est situé très concrètement, il est situé rue Frédéric Basile, donc c'est pas très loin de la gare, justement pour que ça soit accessible à pied depuis la gare, et il s'adresse, donc on reçoit des personnes, principalement donc des lieux là où il y a le plus de demandeurs d'asile, donc évidemment Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes et Alès.
principalement les lieux de confiance. Mais en gros, on s'adresse sur les 2 départements. Ce qui permet de faire un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le centre ressources, hein, où le centre ressources, il a une volonté plus régionale, parce qu'on sait bien qu'il y a des problèmes partout. Et donc plutôt que de créer, enfin voilà, on n'a pas les moyens non plus de créer des centres partout, l'idée c'est de créer un premier centre et puis d'essayer de développer, si ce n'est d'autres centres, au moins de la formation, de la sensibilité, du questionnement sur ces problématiques-là, hein, de l'expertise. On observe que parmi la population accueillie jusqu'à présent, ça peut évoluer, mais jusqu'à présent, il y a 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes, ce qui au fait n'est pas représentatif du pourcentage de femmes dans la population réfugiée globale en France. Hein. Donc il y a une question autour de ça, pourquoi est-ce que pour l'instant on reçoit davantage d'hommes que de femmes? Mais effectivement c'est une clinique très masculine hein, pour l'instant. Les femmes... Alors dans ma pratique, j'ai beaucoup de femmes nigérianes, mais bon, il y a un petit biais, c'est parce que je suis anglophone, donc je reçois beaucoup les patients anglophones. Donc les Nigérianes, c'est des femmes qui sont prises dans un réseau de prostitution, bien souvent, organisé entre le Nigeria et l'Europe. Et donc quand elles viennent nous voir, c'est qu'elles sont sorties du réseau et qu'elles sont prises en charge par des associations d'aide aux femmes victimes de violences, et qu'elles auront toutes les questions attenantes à comment se départir, comment se protéger, comment se reconstruire, après avoir bien souvent été victime pendant des années d'un réseau de prostitution très féroce. On reçoit autrement des femmes qui ont été prises dans des questions de violence conjugale très importantes, victimes de mariage précoce, mariage forcé, beaucoup de Guinéennes, on a beaucoup de femmes qui nous viennent de l'Afrique subsaharienne avec ces questions-là. Alors je pense à mes patientes hein, forcément, donc c'est par la lunette de ce que je vois. Et puis sinon, autrement, oui, des femmes prises dans des conflits géopolitiques hein, qui doivent partir suite à des complications d'ordre politique. Donc, qui prennent les routes de l'exil. Ce qui caractérise la spécificité traumatique auxquelles ont affaire les femmes, c'est que malheureusement, elles sont pratiquement toutes victimes de violences sexuelles. Donc ça fait partie des chemins de l'exil pour elles. Hein. Malheureusement, c'est devenu la monnaie courante, en fait, dans la trajectoire de ces femmes. Donc elles souffrent de traumatismes multiples, mais dont quasiment systématiquement les effets d'avoir subi des violences sexuelles. Aussi des formes de torture, on peut dire, hein, donc de torture sexuelle. La singularité du dispositif de Frantz Fanon, c'est la présence quotidienne, on va dire, hein, des interprètes, et on aime bien les avoir en présentiel. C'est-à-dire qu'on estime que c'est vraiment pas la même chose d'avoir des interprètes avec nous qui travaillent à nos côtés dans la pièce que, bon, c'est bien de les avoir par téléphone, donc on le fait quand on n'a pas d'autre solution, mais on aime bien travailler avec eux, avoir cette triangulation hein, de la relation thérapeutique. Et donc ils deviennent, nous on considère qu'à un moment donné, ils deviennent un peu comme des co-thérapeutes, à savoir qu'ils ont plus qu'une fonction d'interprétariat au sens littéral, hein, ils en sont vraiment interprètes au sens de co-thérapeute, et donc ils vont nous aider à rentrer un peu dans l'intimité psychique et culturelle du patient. Et c'est assez fascinant hein, d'observer ce qui se passe, à savoir qu'il y a vraiment des alliances thérapeutiques très fortes qui se créent entre les patients et les thérapeutes. Et donc c'est souvent des personnes qui donc représentent un peu une synthèse culturelle, à savoir qu'ils partagent une souche culturelle commune avec le patient, mais ils ont aussi des processus d'acculturation avec la France qui sont déjà plus avancés, plus élaborés. Et donc ils représentent un peu la passerelle entre deux mondes hein, pour les patients qui viennent nous voir. Et il y a vraiment, on observe voilà, des rencontres, il y a vraiment des rencontres, des vraies rencontres entre les interprètes et les patients. Alors qui sont-ils? Souvent c'est des interprètes qu'on ne connaît pas forcément au début, et puis donc ils viennent nous rencontrer, on leur explique un peu le dispositif, et ce qui compte pour nous, c'est pas tant qu'ils soient formés pour l'instant, c'est encore un champ qui reste à explorer et à développer. Donc ce qui compte pour nous, c'est qu'ils aient envie, qui manifestent l'envie vraiment de travailler dans l'intimité de ce dispositif et qu'ils
démontre quand même assez rapidement une sensibilité clinique. Chaque interprète a son style, nous aussi, hein, on est des personnes avec chacun son style thérapeutique. Donc après, c'est une question de rencontre, et puis on chemine ensemble. Et après, ça s'articule avec des instances de formation plus formalisées que le centre est en train de proposer, de mettre en place. Donc bien sûr aussi, ça passe par une charte. Hein, on aimerait qu'ils s'inscrivent tous dans une charte voilà, éthique avec une règle de confidentialité, bien sûr, qu'on explique aux patients, hein, qu'ils partagent la même obligation de confidentialité que nous. Et ces instances de formation, effectivement, elles s'inscrivent dans le cadre du centre de ressources. Donc ça prend deux formes. Pour l'instant, c'est des espaces de formation théorique. C'est quoi un accompagnement psychologique? À quel cadre théorique on se réfère? C'est quoi le transfert? Pourquoi tout d'un coup le patient il va manifester une colère très envahissante à l'endroit de l'interprète, du thérapeute, alors qu'on ne lui a rien fait, entre guillemets. Ou alors au contraire d'affect, hein, des manifestations émotionnelles très fortes. Donc voilà, on les forme sur qu'est-ce que ça veut dire, le transfert, de quoi ça relève, d'où ça vient, comment on peut accompagner ça. Et donc ça, c'est une première instance de formation théorique, et l'autre instance, c'est d'analyse de pratique. Parce que c'est difficile d'être interprète, on reçoit des charges affectives très importantes de la part des patients, et après il faut rentrer chez soi et pouvoir traiter ça. Hein. Et souvent, effectivement, quand on parle de traumatisme, c'est le réel des choses terribles qu'ils ont vécues. Donc les interprètes sont souvent amenés à entendre des choses très difficiles, et ils repartent comme nous après chez eux dans l'intimité de leur maison, de leur famille. Il faut qu'ils puissent accueillir ça aussi, que ça les envahisse pas trop. Et donc on propose des instances qui s'appellent des analyses de pratique, où parler un petit peu de ce qui se passe au sein des séances et de la relation thérapeutique. Voilà pourquoi d'un coup il s'est senti mal, pourquoi il s'est senti identifié au patient, en quoi c'est venu mettre en résonance les éléments de sa vie, et donc du coup c'est un peu compliqué parce que c'est trop personnel. Au contraire, pourquoi il ressent rien pour le patient alors qu'il lui raconte les pires horreurs, il se laisse de marbre. Ben ça aussi, c'est des choses à analyser, à interpréter, pour pas que, du coup, de toute façon, on est humain, donc on va être infecté. C'est pas grave d'être affecté, c'est juste savoir quoi en faire, comment accompagner ce qu'on ressent et comment rendre ça utile pour le processus thérapeutique. On se base beaucoup notamment sur une expérience à Marseille, où carrément les interprètes, donc il y a un centre qui est un peu équivalent, qui s'appelle le centre Osiris à Marseille, et les interprètes d'Osiris maintenant ils sont reconnus un peu dans toute la communauté médicale de la région de Marseille, et tous les médecins, les hôpitaux peuvent faire appel à ces interprètes-là, sachant qu'ils ont été formés et qu'ils ont une connaissance de ces questions. Donc là aussi il y a un enjeu pour nous qui est important de pouvoir aboutir à cette formation. Depuis ma place de clinicienne, je peux dire qu'on travaille ensemble. Donc, c'est les travailleurs sociaux qui bien souvent accompagnent les patients jusqu'à notre dispositif. Et donc souvent on essaye d'articuler voilà, le travail qui va s'effectuer au centre avec le réel de l'accompagnement social dans les dispositifs des CADA ou autres, quand c'est possible. Et les bénévoles aussi, hein. On a beaucoup de personnes qui viennent de squat à Montpellier, donc qui n'ont aucun accompagnement social, hormis celui justement proposé par les bénévoles. Donc on est aussi très en lien avec les bénévoles qui viennent vers nous, qui viennent accompagner les patients vers nous. Donc on essaye de travailler étroitement avec ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent aussi de l'évolution de leur situation. Après, au-delà de ça, justement, c'est ce qu'on cherche à mettre en place avec le centre de ressources. On cherche à justement mettre en place, à formaliser des espaces de travail communs pour pouvoir aussi justement accompagner et former toutes les personnes, tous les professionnels, donc que ce soit dans le domaine du social ou du juridique ou du médical, qui aimeraient être un petit peu accompagnés et soutenus dans leur pratique. Donc ça prend par exemple aussi la forme d'instance d'analyse de pratique. Muriel elle en fait une à Alès avec justement les travailleurs sociaux d'un CADA. Avec tout ce que vous décrivez, toutes les difficultés inhérentes aussi au changement des textes de loi qui se durcissent et qui donc amènent des choses très compliquées dans la réalité du travail social auprès des demandeurs d'asile. Au départ, c'était vraiment l'idée de travailler en commun. Donc quand je parlais tout à l'heure de prise en charge globale de la personne, c'est ça, c'est comment on peut travailler ensemble autour d'une même personne, à la fois donc, le travailleur social, la personne qui s'occupe du dossier d'asile et le psychologue ou la psychologue. Ça, pour nous, c'est hyper important justement que la prise en charge soit faite de manière
en équipe et de manière coordonnée et articulée, comme a dit Clarisse. Ça, c'est fondamental, parce que souvent, nous, ce qu'on constate quand on travaille avec des soignants, les médecins ou avec l'hôpital, c'est qu'on est souvent face à des gens qui savent, le médecin il sait et il a du mal à partager. On se trouve très souvent confronté au secret médical, mais nous, des fois, ce qu'on dit aux soignants, c'est que oui, d'accord, il y a le secret médical, mais là, dans le dossier d'asile, il faut attester ça, par exemple, ça ou ça ou ça, et si vous faites pas d'attestation, ça va enlever les chances à la personne d'obtenir le statut. Donc il y a comme ça quelque chose où il faut que le soignant accepte l'idée de partager un peu le travail et qu'il ne connaît pas tout sur tout et nous non plus en tant que, évidemment, juriste ou travailleur social, on ne connaît pas tout sur tout, mais c'est comment on peut travailler ensemble cette question-là. Aujourd'hui, le centre, clairement, on était parti au départ sur l'idée qu'on pourrait accueillir 150 personnes par an. Comme vous a dit Clarisse, sur la file active, c'était 129. Donc il y en a déjà qui sont partis, mais 129 en 3 mois, quoi. Donc le centre, il est complètement submergé. Et là, on est en train de construire petit à petit, donc il faut mettre des priorités, plus sur, déjà assurer le suivi de toutes les personnes qui arrivent. Et puis, il faut aussi qu'on arrive à maintenir, on a des grosses angoisses pour l'année prochaine, notamment en termes de financement et tout ça, qu'on n'est pas du tout sûr de pouvoir exister dans l'avenir. On demande aux personnes qui nous l'orientent, ou aux patients quand c'est lui-même qui vient, ou de faire ça en association avec le travailleur social qui l'accompagne, de nous mettre juste un petit descriptif qui ne va pas très loin, qui n'est pas exhaustif, mais qu'est-ce qu'il recherche dans la prise en charge, quels sont en gros le résumé c'est un peu réducteur, mais bon, quels sont ses soucis, pour que nous, ça nous aide à penser un petit peu comment on va l'accueillir. Et justement, dans ces modalités d'accueil, ce sera très important, justement, si c'est une femme victime de violences sexuelles, on va privilégier une interprète femme, pour pouvoir justement peut-être faciliter la prise de parole et après, voilà, le travail est possible. Donc c'est des choses qu'on essaye de penser à chaque fois, mais après, il y a beaucoup de choses à découvrir. On reçoit aussi des hommes, victimes de violences sexuelles. Ça devient aussi très commun, malheureusement. Les violences sexuelles deviennent une arme de guerre. Moi j'ai notamment des patients afghans qui ont subi des violences sexuelles importantes. Et donc ça devient aussi une question, comment les accueillir? Est-ce que le fait que je sois une femme, c'est facilitant ou pas? Ça c'est des choses, on n'a pas de recette, donc c'est au cas par cas. Et c'est des choses après qu'on peut travailler. Si on sent une résistance intime du patient ou de la patiente à se livrer, on peut interroger ces choses-là et puis essayer de travailler avec eux, à un moment donné leur demander, est-ce que ça vous gêne le fait que je sois une femme ou que ce soit un homme? C'est des choses qu'on peut essayer de réajuster au fur et à mesure du suivi. Qui reviennent beaucoup, c'est les insomnies, les troubles du sommeil, donc caractérisés. C'est-à-dire que c'est des personnes qui souffrent de cauchemars, qui vont faire des cauchemars quotidiens, épuisants, invalidants, des cauchemars terrifiants qui les réveillent la nuit, ou alors c'est des personnes qui ne dorment plus. Donc là j'ai rencontré par exemple un patient afghan qui ne dort plus depuis 3 ans. Donc il ne dort plus. Il dort 1h30, 2 heures par nuit depuis 3 ans. Donc il y a ça des effets psychocorporels très importants. Donc c'est des patients qui souffrent de maux de tête associés à leurs troubles du sommeil. Et donc malheureusement ces insomnies, c'est très difficile à guérir. C'est des choses qui vont rester malgré la prise en charge, malgré le travail thérapeutique et l'écoute proposée. C'est des choses qui se chronicisent dans le temps. Donc on va avoir un accompagnement médical. Donc c'est des patients qui ont recours à des somnifères, quasiment tous, importants. Et c'est important pour qu'ils puissent justement se reposer un petit peu la nuit. Mais malgré ça, les cauchemars, c'est des symptômes qui persistent. Voilà, c'est des patients qui vont présenter des syndromes anxio-dépressifs très importants. Donc ils vont avoir... une anxiété invalidante, des troubles mnésiques, donc de la mémoire. Ils se plaignent beaucoup de stress, d'ailleurs ça les perturbe beaucoup, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont tout à coup des trous de mémoire, ou ils n'arrivent plus à s'organiser dans la journée, ils vont oublier des choses même simples, ils vont venir dans une pièce, puis après ils vont oublier pourquoi ils sont venus dans la pièce. Ça va affecter la mémoire au quotidien. Et donc ça les perturbe beaucoup, ils ont l'impression de devenir faux. Donc il faut beaucoup les rassurer, leur expliquer que ça fait partie des signes classiques du psychotraumatisme. Il va y avoir des effets comme ça sur la mémoire. Après, donc il y a des choses qui sont communs à tous, et puis après des choses qui vont être plus singulières. Pour d'autres, ça va être des troubles de sociabilité.
ils vont perdre le sentiment du lien à l'autre, à savoir, voilà, j'étais très sociable, pourquoi aujourd'hui je suis plus, j'arrive plus à dire bonjour aux gens, j'arrive plus à aller vers eux, ça m'intéresse plus de discuter au quotidien avec les gens, donc ils vont se refermer sur eux-mêmes. Bon. Ça peut être des troubles de la sexualité, pour ceux qui ont vécu des tortures sexuelles importantes. Ça peut être une perte de confiance dans l'autre ou un sentiment de désespoir. Enfin, c'est assez infini, mais à la fois c'est très répétitif. En fait, ce qu'on essaye justement, c'est de singulariser le symptôme. Pourquoi tel patient va rêver telle chose et pas un autre, hein? Donc on va essayer de rentrer dans le détail justement de son symptôme, et souvent ça va ouvrir un petit peu sur l'anamnèse, à savoir l'histoire de vie, et il va pouvoir s'ouvrir et confier un petit peu voilà, les particularités de son parcours de vie, et là ça va devenir un petit peu plus intime au sens de voilà, pourquoi tel symptôme pour tel patient. J'ai présenté l'équipe tout à l'heure, j'ai oublié quand même quelqu'un d'important, c'est qu'on a une médecin généraliste qui intervient en centre de vacation une journée par semaine. Justement, il y a certains patients qui ont besoin d'une prise en charge médicamenteuse, et souvent ce qui se passe avec les demandeurs d'asile, c'est que bon, normalement, vu qu'ils ont une protection d'une assurance maladie, ils devraient pouvoir avoir un médecin traitant, mais souvent comme ils sont baladés, alors elle parlait beaucoup des personnes en squat, souvent la prise en charge est très morcelée, ils ont fait plein d'examens différents, ils ont vu plein de médecins. Donc là, le rôle de la médecin du centre, c'est déjà de refaire un peu de remettre tout ça un peu en place, et puis éventuellement d'amener des médicaments pour ceux qui en ont besoin. On commence à avoir quelques enfants, on a une dizaine d'enfants qui viennent au centre. Donc souvent, en fait, c'est des enfants, alors soit c'est des mineurs isolés, 15, 16, 17, 18, soit c'est les enfants des patientes, ou des patients qu'on accueille, plus souvent des patientes. Et donc on va les accueillir avec leur mère, et on va essayer de bricoler une prise en charge collective. À savoir que, par exemple, là, on m'a orienté 2 petites filles. Bon, elles viennent avec leur maman, bien sûr. Et bon, voilà, sans surprise, la maman aurait aussi besoin d'une prise en charge. Donc, on va essayer de se débrouiller pour que, dans la mesure où j'accueille déjà les petites filles, une collègue puisse aussi rapidement prendre la maman en charge. Ah, donc, mais oui, on accueille les petites, les petits. Et c'est plus souvent les petites en ce moment. Dans l'idéal, on aurait voulu intégrer justement aussi une dimension thérapie corporelle. Il y a beaucoup de patients qui sont en demande de ça d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des choses qui passent par le corps qui n'arrivent pas à passer par la parole. Donc justement, la sophrologie, on pensait à ça, on n'a pas réussi pour l'instant à l'organiser encore, mais ce serait, voilà, dans un futur proche, ce serait quelque chose qu'on aimerait intégrer voilà, articuler avec les autres espaces des prises en charge présentes au centre. La dimension corporelle, c'est quelque chose dont on parle depuis le début. On avait pensé à des ostéos aussi. Et si vous voulez, on est aussi sur un champ qui est déjà la psy et pas financé par aucun dispositif en fait. Hein, ça n'existe pas, c'est très rare. Je parle de la psychologie, hein, la psychiatrie c'est différent. Mais donc c'est vrai que c'est un peu stratégiquement, si en plus on leur balance un ostéo, hein, ils vont dire ils sont bien gentils là, mais voilà, donc c'était un peu pour limiter, pour pas être dans des trucs trop délire. Mais la question quand même du corporel, enfin, je pense moi en tout cas, je trouve qu'elle est importante, parce qu'effectivement, il y a des gens qui la parole, ils ne peuvent pas, et c'est très important de tenir compte de ça. De pouvoir s'investir pendant cette période-là, là pour le coup, c'est pas forcément spécifique des gens qui ont des souffrances psychiques, mais d'une manière générale, alors là je parle aussi en connaissance de cause, on a beaucoup de mal à ce que les gens se mobilisent pour quoi que ce soit pendant la période d'attente. Parce qu'ils voulaient toute leur vie est suspendue à une décision qui va être effectivement très importante, parce que dans un cas, ils pourront rester en France toute leur vie, et dans l'autre, ils seront censés être expulsés de la France. Donc si vous voulez, d'une manière générale, que ça soit pour les activités corporelles, mais bon, par exemple, nous on fait un potager au CADA, on fait des activités culturelles, on fait des choses comme ça, il faut toujours enfin, les gens ne viennent pas d'eux-mêmes, donc après, évidemment, on ne les oblige pas, mais c'est toujours très très difficile pour une personne dont la vie est suspendue à une décision de pouvoir s'investir dans la vie courante. Du parrainage, quand on accompagne quelqu'un, qu'on va avec lui, parce que souvent quand ils font des choses, ils sont quand même très très contents, hein. Au contraire, ça leur fait beaucoup de bien, mais il faut vraiment qu'on arrive à mobiliser, c'est ça qui est difficile. Donc, le fait de parrainer, par exemple, c'est super bon, quoi, parce qu'effectivement, ça permet de l'accompagnement avec les gens. Souvent, les gens, ils disent « Ah non, ils n'ont pas envie, quoi. » Mais il faut les tirer un petit peu, et après, ils sont souvent très contents. Alors là, ce qu'on fait pour l'instant, c'est que dans le centre, il y a une expo. Si vous pouvez
passer voir, c'est assez intéressant, qui est une expo d'œuvres qui sont faites par des demandeurs d'asile dans un atelier qui est fait notamment à la CINAD. Donc voilà, après il n'y a pas directement de l'art-thérapie qui est mise en place, mais encore une fois, c'est un outil, le centre est un outil et on peut imaginer que dans l'avenir on puisse développer plein de choses de cet ordre-là. À la limite, on ne s'interdit rien. Avec toutes ces années où on bricolait, c'était un peu de sortir du bricolage. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose, on va essayer d'être financé et de salarier les personnes. Donc effectivement, toutes les personnes sont... Enfin, les deux psys, donc Clarisse que vous avez vu là, plus l'autre, elles sont payées par des financements qu'on a obtenus. Hein. Donc c'est la CIMAD qui gère administrativement le centre. Donc elles sont payées, elles sont à 70%. Ensuite, elles ne sont pas à plein temps. Le temps, c'est des 70% équivalent temps plein. La coordinatrice qui est aussi psychologue, elle est à plein temps. Le travailleur social est à mi-temps. Et ensuite, donc, la médecin, elle est payée en vacation une journée par semaine. Voilà. Pour ce qui concerne les films. Mais effectivement, un des objectifs du centre, c'était de jouer sur la dimension professionnelle, sachant que les interprètes sont aussi payés. Donc là aussi, ça c'est pour nous c'est très important. Donc ils sont payés à la vacation, hein. C'est à l'heure, je crois. Oui, si c'est à l'heure. Comme la médecin aussi est payée à l'heure, on ne paye pas. Ah oui, d'accord. Parce qu'effectivement, après, le problème des interprètes, c'est qu'ils sont très nombreux, que les langues peuvent varier d'une langue à l'autre. Donc effectivement, c'est impossible de salarier directement des interprètes sur le centre. Mais il y avait quand même cette volonté de travailler avec des professionnels. Parce qu'effectivement, ça c'est un vrai travail, hein, c'est la recherche de financement. Nous, ce qu'on pensait là, c'était peut-être leur demander d'aller voir du côté de... Alors on essaie d'avoir un rendez-vous pour avoir des locaux peut-être. Parce que là, les locaux actuellement, on les loue. Donc on se dit que ça serait peut-être plus facile pour eux, plutôt que de nous donner des subventions, de nous prêter gratuitement des locaux. On voulait essayer d'aller voir de ce côté-là. Après, si vous voulez, l'idée c'est quand même, c'est pas de faire un précaré. On a vraiment la volonté d'inscrire ça dans les politiques publiques. Donc nous, on aimerait bien quand même que la santé s'empare de cette question. Donc on est en train de tanner l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, pour nous financer. Et c'est un peu compliqué. Hein. On se retrouve face à un mur un peu. On a le sentiment que l'ARS elle-même est aussi très limitée dans ses financements, qu'elle ne peut plus faire grand-chose. Et quand on vient leur rajouter un dossier, ça ne leur plaît pas forcément, surtout qu'ils ont l'impression qu'on arrive avec un public spécifique, ce qui est vrai. On essaie de dire qu'effectivement il y a un public spécifique, mais comme tout public spécifique, il devrait pouvoir être pris en charge par le droit commun. Et donc on aimerait bien que, dans l'idéal, on ne devrait pas exister, hein, mais cette discussion-là, on l'a eu assez longtemps pour se dire on fait quand même quelque chose. Alors voilà, on essaie d'obtenir des financements, de l'ARS notamment, donc la santé, mais c'est difficile. Après, tout le monde se défausse, quoi, c'est pareil. Hein, tout ce qui est des politiques de l'asile, donc les gens qui financent l'asile, eux, ils sont plutôt sur financer de l'hébergement, financer l'OFPRA. Donc la problématique psychique, pour eux, c'est pas du tout une question importante, quoi. Et pourtant, quand on est au quotidien de ces personnes, on s'aperçoit qu'elle est fondamentale. Mais bon, évidemment, après, pour que ça passe dans les politiques publiques, il va encore falloir travailler. Le département, c'est pas ses compétences non plus. Alors on va peut-être essayer, parce qu'effectivement, je vous ai parlé d'enfants, mais on travaille aussi donc avec des mineurs isolés. Donc il y a une petite dizaine de mineurs isolés. Donc on voulait essayer d'aller voir aussi, du côté du département, s'ils pouvaient aider en disant, parmi les personnes qu'on reçoit, il y a un petit pourcentage de mineurs isolés. Je ne l'ai pas dit ça encore, mais en gros, là, sur les 129 personnes qui ont été suivies, parce que elles sont à peu près 110 ou 120 aujourd'hui, donc la grande majorité, c'est des demandeurs d'asile. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est sur 70%. Une autre partie, c'est donc des mineurs isolés. On a quelques personnes qui sont réfugiées, donc qui ont obtenu le statut, et on a une dizaine de personnes qui sont déboutées, donc qui n'ont plus de droits. Sachant que quand on a commencé un suivi avec une personne, on ne va pas le lâcher en route, même si évidemment son statut administratif est donc. En ce moment là, on a arrêté d'accueillir. Alors pour ce qui concerne, on n'a pas tellement parlé de ça, des procédures un peu d'entrée. En fait, on passe toujours par. C'est très rarement les personnes qui viennent elles-mêmes. Les personnes, elles nous sont adressées. Alors elles sont adressées par un travailleur social d'un CADA, par un bénévole de CNB 34, par n'importe qui. Donc l'idée, c'est de faire un premier. Il y a une petite fiche qui existe, c'est de faire un premier bilan, d'expliquer, que la personne explique pourquoi et un peu pourquoi elle oriente. Et donc il y a aussi une discussion qui est faite au sein du centre.
Et ensuite, on intègre les gens au fur et à mesure. Alors, c'est pas forcément par ordre chronologique, du coup, mais plutôt par ordre d'importance, enfin d'urgence, en fait, de la prise en charge. On essaye quand même toujours de réorienter, de proposer des solutions pour les gens, hein, que ça fasse pas, ce soit pas un mur complet. On met des gens un peu sur liste d'attente. Et là, on a rouvert une dizaine de places après des départs qui viennent d'être réouvertes, mais ça y est, c'est déjà plein. Donc voilà, on essaye quand même de garder un roulement, mais ça dépend évidemment des capacités qu'on a, qui sont de toute façon limitées. Et on sait aussi qu'on n'arrivera pas à résoudre, à absorber l'ensemble de la demande, d'où l'idée aussi d'aller former d'autres professionnels sur ces questions-là, de manière à pouvoir réorienter. C'est un des enjeux du centre, vraiment. Merci de nous avoir proposé de venir, et puis merci de votre écoute, de l'échange, et puis à bientôt. Merci beaucoup.